Bonjour, ici Olivier Laliberté, vice-président en communication pour le comité CPA de l'UQTR à Longueuil. Bienvenue au podcast des Bas-Bruns. Merci à nos partenaires Mazars, Demerson Bone, Hardy Normand et Associés et EY. Bonjour. Aujourd'hui, au podcast des Bas-Bruns, vos animateurs Yousra Messioui et moi-même Jérémy Hamon, on a l'honneur de recevoir la présidente de l'Ordre des CPA, Madame Geneviève Motard. Tout d'abord, est-ce que vous croyez que le stéréotype du CPA plate est encore d'actualité et pourquoi? C'est une excellente question. Avec ma robe rouge aujourd'hui, j'aimerais ça vous dire que les Bas-Bruns, c'est du passé. Je pense qu'on a fait un excellent travail, surtout depuis l'unification, d'essayer de casser les stéréotypes, de casser l'image du CPA plate. Et je vous conte une anecdote qui devrait répondre à votre question. Il y a 2-3 ans maintenant, on a changé d'agence de publicité. Vous savez, on travaille, vous avez vu nos campagnes, on travaille avec des agences qui nous aident à réfléchir, qui nous guident dans nos campagnes. Et pour toutes les raisons du monde, on a changé d'agence. Et la nouvelle agence avec qui on a fait affaire ne nous connaissait pas du tout comme profession. Ils ne savaient pas travailler avec nous dans le passé. Alors, ils nous ont dit, avant que vous nous disiez quoi que ce soit, on va faire nos devoirs, puis on va aller à l'extérieur, puis on va aller chercher un peu d'input, puis se faire une idée sur qui vous êtes, d'avoir un point de vue externe. Alors, on a trouvé ça assez inusité comme approche, fait qu'on a dit certainement. Alors, ils nous sont revenus quelques semaines plus tard en nous disant deux choses. Ils nous ont dit, bien, la bonne nouvelle, c'est que, bon, vous avez un budget intéressant, vous avez une excellente crédibilité, on va pouvoir faire la campagne que vous voulez. La mauvaise nouvelle, c'est que tout le monde pense que vous êtes plate à mort. On a dit, wow! Ils nous ont mis ça là, assez, je vais vous dire, assez raide. Là. Fait qu'il a fallu qu'on fasse un petit moment de OK. Fait qu'ils ont dit, nous, ce qu'on vous suggère, c'est d'attaquer ce stéréotype-là de poulain-fouet. Parce que peu importe le message que nous, comme agence, on va vous aider à porter, vous allez devoir faire face à encore l'image que les gens ont des CPA, que c'est des gens qui sont plats. Alors, notre recommandation, ce qui a effectivement mené à la campagne « Je suis plate », c'était vraiment d'attaquer de plein front les stéréotypes. Ça a été notre meilleure campagne. On fait des devoirs, alors on dépense nos sous, je vais dire, de façon très, très consciencieuse et Et ça a été à ce jour la campagne qui a eu le plus d'impact et qui a été la mieux reconnue et une des celles qui a été le mieux reçue par notre audience parce qu'elle a été si percutante, parce qu'on a choisi de casser le moule puis d'aller prendre le stéréotype, d'attaquer l'enjeu directement. Alors, j'aimerais ça vous dire qu'on a évolué depuis. Je pense qu'on est moins plate. D'abord, j'ai jamais pensé qu'on était plate. C'est les autres qui pensaient qu'on était plate. Mais je pense qu'on a réussi. Cette campagne-là a fait beaucoup, beaucoup parler. Puis j'ose espérer qu'on a fait bouger là, un petit peu l'aiguille. Excellent, Madame Motard. Moi, j'ai une petite question pour vous. J'aimerais savoir, est-ce que vous pourriez nous raconter un peu votre parcours scolaire? Bien, ça a été un parcours assez typique, sauf pour une partie. Alors, j'ai fait des études de primaire, secondaire comme tout le monde. Et quand je suis arrivée à l'université, je n'avais absolument aucune idée de quoi faire. Je vais être bien honnête avec vous. Moi, je viens d'une famille de médecins, surtout dans le domaine de la santé. Alors, mais je n'étais pas tellement attirée par ce domaine-là. Fait que j'ai commencé l'université en ne sachant pas quoi faire. Et vous allez rire de moi, mais c'est vrai, j'ai eu un coup de foudre pour la comptabilité. J'ai capoté à mon premier cours de comptabilité. J'ai une professeure qui, à ce jour, je crédite pour m'avoir donné la piqûre de la comptabilité. Et pour la première fois de ma vie, j'ai comme allumé en disant « c'est ça que je vais faire ». Puis là, j'ai comme eu là, mon petit moment de « Et j'ai vu, comme dans Dorothée, là, The Yellow Brick Road là, devant moi. Et c'est comme ça que j'ai décidé de devenir CPA.
j'étais à ce moment-là dans le système francophone. Et je sais que c'était une de vos questions, puis je la vois venir. Là. Pourquoi un parcours anglophone? Je vais vous dire une raison de tête et une raison de cœur. Une raison de tête, c'est parce qu'à ce moment-là, les universités francophones n'offraient pas l'équivalent de ce qui est le DESS maintenant. Ça n'existait pas dans le système francophone. Les étudiants finissaient le bac et écrivaient l'examen tout de suite sans programme préparatoire comme le DESS, alors que ça existait du côté anglophone. Et donc, vous aviez des taux de passage à ce qui était l'FU maintenant, l'EFC, qui était assez désastreux dans le système francophone, alors qu'ils étaient très, très bons dans le système anglophone. Alors, quand j'ai décidé que ça allait être en comptabilité, ma tête m'a dit que je devais aller vers l'université qui allait me donner le plus de succès. La raison de cœur, c'est que mon mari était là, dans le système anglophone. Celui qui est mon mari maintenant, avec qui j'étais dans le temps, était dans le système anglophone. Alors, la tête et le cœur se sont enlignés. Oui, vous aviez été à la Queen's University à Kingston. Oui. Vous habitiez au Québec? Oui, j'habitais au Québec. C'est un programme qui m'avait été offert par mon employeur à ce moment-là. Et c'est un programme que je recommande à tout le monde de faire. Ce n'est pas particulièrement ce programme-là, mais c'est un programme où on apprend à se connaître. C'est un programme de leadership qui pendant une semaine. Celui-là, c'était un programme d'une semaine intense. On ne fait qu'apprendre sur soi. On fait toutes sortes de tests, on a toutes sortes d'ateliers personnalisés avec des coachs, avec des experts en gouvernance, en leadership. C'est vraiment un investissement dans soi. Et moi, je trouve que comme leader, je ne vais pas dire que je me suis découvert parce que j'étais pas mal déjà avancée dans mon parcours de carrière à ce moment-là pour me connaître assez bien, mais ça renforce qui on est. Ça nous donne des stratégies pour mieux adresser ce qu'on fait bien, ce qu'on fait moins bien. Fait que c'est un investissement en soi. Et comme leader, moi, je recommande à tout le monde, après avoir une certaine expérience, d'investir et de suivre des programmes comme ça. C'est fabuleux. C'est un programme qui dure combien de temps? Celui-là, c'était une semaine, mais avec du travail de préparation puis du travail par la suite. Fait que le tout s'étend sur quelques mois, là, mais c'est vraiment intense pendant une semaine. Quand même. Est-ce que justement, vous pouvez nous parler un peu de la formation, comme on a pu voir là, que vous avez fait une formation SEC Institute chez SEC, en fait. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de cette formation-là? Oui, bien, disons, dans mes fonctions, dans mes anciennes fonctions, c'était un rôle qui était beaucoup plus technique, où il fallait être très proche de ce que les Américains faisaient en termes de normes, en termes de réglementation. C'est très différent au Canada. Alors, dans mes fonctions, c'est important que je comprenne ça bien. Alors, j'ai fait un certificat là, qui nous enseigne le droit, la fiscalité, tout l'aspect, je vais dire, normatif et légal de la profession aux États-Unis qui est très, très, très différent au Canada. Parce que les autorités des marchés financiers aux États-Unis, c'est eux qui établissent les normes alors que c'est des conseils indépendants. Fait que toute la routine de la profession là, est faite très, très, très différemment. Alors, c'est important pour moi dans mes fonctions que je comprenne bien ça. Puis, est-ce que vous croyez que votre cheminement scolaire en est pour beaucoup dans votre succès? Ben, oui, dans la mesure où si ça n'avait pas été de cette professeure-là que je crédite pour être devenue CPA, je n'aurais jamais vu, je vais dire, see the light, là. Je n'aurais jamais tombé en amour avec la comptabilité comme je l'ai fait. Oui, parce que ça m'a ouvert des portes. Après, le système à ce moment-là, comme aujourd'hui, la profession est à peu près en plein emploi. Alors, c'est sûr qu'en passant par l'université avec un programme qui m'a permis très rapidement d'avoir accès à des employeurs exceptionnels, c'est sûr que ça aide beaucoup. Et en fait, là, pour quitter un peu, on va aller plus volet plus personnel. Vous êtes une inspiration pour plusieurs personnes, dont moi. Et j'aimerais savoir, vous, est-ce que vous avez des personnes qui vous ont inspiré ou des modèles dans votre cheminement, peut-être à part votre enseignante? On a nos modèles typiques de nos parents. Là. Ça, je pense que moi, j'ai eu des parents exceptionnels qui m'ont beaucoup aidé. J'ai toujours été une fan de Sheila Fraser.
que j'ai le bonheur de côtoyer maintenant. D'ailleurs, Sheila Fraser, qui a été vérificatrice générale du Canada, qui a, je vais dire, navigué tous les enjeux des scandales des commandites. Une femme, littéralement la moitié de ma hauteur, là, parce que moi, je suis immense, puis elle est minus, mais c'est une femme exceptionnelle. J'ai beaucoup appris de Sheila sur le leadership. Je vais dire, à gérer mon intensité. Moi, je suis une personne très, très intense. Sheila gère ça très bien. Elle est intense, mais ça paraît moins que moi des fois. J'ai appris ça d'elle. Quelqu'un que j'admire beaucoup aussi, c'est Madeleine Albright, qui a été la Secretary of State aux États-Unis. Je vous encourage à lire le livre de Madame Secretary de Madeleine Albright. Madeleine Albright, c'est une femme qui a vécu la guerre, qui est partie de rien et qui est devenue secrétaire d'État pour les États-Unis. Elle parle 8 langues. Elle s'exprime autant en russe qu'en français, qu'en anglais, quand faites la liste des langues qu'elle parle. Elle a été capable complètement de désarçonner Gorbatchev dans des moments qui sont merveilleux dans son livre. Alors ça m'a toujours beaucoup impressionnée. Et dernièrement, c'est Michelle Obama, que j'ai eu d'ailleurs l'occasion de rencontrer. Ça a été un des beaux moments de ma carrière. J'ai rencontré Michelle Obama lorsqu'elle est venue à Montréal. Michelle Obama rencontre des milliers de personnes cette journée-là. Et quand je me suis présentée devant elle, parce que j'ai eu l'occasion de lui parler parce qu'on avait commandité son événement, elle m'a dit « Oui, c'est toi la jeune femme CEO ». Et là, elle s'est mise à me questionner sur tout ce que je faisais ou tout ce qu'elle espérait que je faisais pour la promotion des femmes dans la profession, l'égalité des hommes-femmes dans la profession. Elle était toute briefée, là, puis je me dis, mais elle a rencontré 1000 personnes aujourd'hui, puis elle s'est souvenue de moi, de ma petite personne. Et on a eu une très belle conversation ensemble. Et ensuite, j'ai eu son livre, évidemment, que je vous encourage à lire aussi. C'est un très, très beau parcours. Alors, je vous dirais que c'est ça mes sources d'inspiration. Puis mon mari, qui est exceptionnel. Vous avez surtout des modèles féminins. Puis justement, là, il y a un sujet qui est souvent évoqué, c'est celui de la femme dans le milieu des affaires. Est-ce que vous trouvez que c'est difficile pour une femme d'accéder à de plus hauts statuts hiérarchiques? Oui. La réponse, c'est oui. J'aimerais ça vous dire que c'est non, mais il y a encore, on a encore beaucoup de chemin à faire. Je dois vous dire que ma réflexion là-dessus a évolué depuis quelques années. J'étais pas une fan. À un moment donné, plusieurs ont commencé à dire que ça prendrait des quotas. Tu sais, ça prendrait des quotas sur des conseils d'administration, dans des équipes de direction, ça prendrait des quotas. Et à la base, moi, je me disais, mais j'étais comme pas pour l'idée des quotas en soi, parce que je me disais, ben si quelqu'un veut accéder à ces fonctions-là, c'est parce qu'ils doivent avoir les compétences et les mérites. Mais on a fait des études. Et il y a 2 études dont je veux vous parler qui vont vous expliquer comment j'en suis arrivée à ma position que oui, il faut des quotas. La première étude, ça a été aux États-Unis parce qu'ils ont, à un moment donné, imposé ce qu'on appelle le comply or explain. Alors, ils ont imposé des quotas, si vous voulez, sur des conseils d'administration. Et ils ont demandé aux sociétés publiques, ou bien vous allez vous conformer à ces quotas-là, ou bien vous allez expliquer pourquoi vous ne le faites pas. Donc, ils n'étaient pas contraints de le faire, mais s'ils ne le faisaient pas, ils devaient se l'expliquer. Et il y a quelqu'un qui s'est amusé à faire le recensement des raisons que les sociétés ont publiées pour ne pas s'y conformer. Alors, j'ai lu cette étude-là, et les raisons, là, il faut que vous pensiez que c'est des grandes sociétés et ils savent que l'information va être publiée. Okay? Les raisons qui ont été soulevées, ça a été qu'il n'y a pas de femmes disponibles. Les femmes ne sont pas bonnes à gérer de la complexité, puis vous savez, gérer une entreprise, c'est très complexe, fait qu'on n'est pas capable de faire ça. On en a déjà une sur notre conseil, sur 15, fait que c'est assez. C'était n'importe quoi, les raisons qui étaient sorties. Alors, ça m'a complètement décontenancée parce que je me suis dit, même quand il y a un aspect, je veux dire, un peu coercitif dans la mesure où on dit aux sociétés, soit que vous allez faire, soit que vous allez le dire, c'est n'importe quoi les raisons qui sont sorties. La deuxième chose, c'est qu'on a fait des études avec toute la promotion de la femme. Là. Vous en entendez parler, vous me posez la question aujourd'hui. Tout le monde est d'accord
qu'avoir des femmes sur des conseils d'administration, des chefs dirigeants, c'est mieux pour les entreprises. Il y a toutes les études du monde que les résultats sont meilleurs, que les équipes sont plus performantes quand il y a des femmes dans l'équipe. Et même avec ça, on n'a pas bougé. Si vous regardez le nombre de femmes en position dans les conseils, sur les équipes de direction, après 10 ans, ça fait 10 ans qu'on en parle, 15 ans, ça n'a presque pas bougé. Alors, même si on démontre tous les aspects positifs de la chose, c'est pas assez. Alors, j'en viens à dire qu'il faut vouloir prendre des actions plus concrètes, puis peut-être que ça peut passer par des quotas, parce qu'il semble que juste la bonne foi, ben, ça ne fonctionne pas. Alors, oui, c'est difficile parce qu'on a, je vais dire, un système qui est excessivement péjoratif envers aux femmes. Là. Lisez les commentaires de l'étude dont je vous disais tantôt. C'est n'importe quoi. Alors, je pense qu'on a encore beaucoup, beaucoup de temps à faire là-dessus. Est-ce que vous en avez eu des défis vraiment liés au fait que vous soyez une femme dans une entreprise? Est-ce que vous avez des exemples par exemple? Moi, non seulement je n'ai pas d'exemple, mais moi, ça a joué pour moi, le fait que je sois une femme. Ça a été un avantage parce que j'ai juste été chanceuse d'être à la bonne place au bon moment, comme on dit des fois, où j'avais des organisations avec des leaders, des hommes dans les deux cas, qui ont pris la décision de confier à une jeune femme, et quand j'ai pris ma position au CCRC et quand je suis arrivée à l'ordre, c'était mes présidents du conseil, mon ancien chef de direction à ce moment-là, c'était des hommes qui avaient pris conscience que ça leur prenait une équipe plus féminine et ils ont choisi de me faire confiance. Alors moi, je dirais même le contraire. Je n'ai jamais souffert de ça. Je pense que la profession est un excellent exemple dans les débuts, là, de nos premières années, de comment une femme peut progresser. Je pense que c'est dans les plus hauts rangs après que, surtout dans certains grands employeurs, puis je n'aimerais pas personne, mais où il y a encore du travail à faire. Mais non, moi personnellement, j'ai été très chanceuse, je n'ai jamais souffert de ça. Vos propos, c'est vraiment encourageant pour toutes les femmes qui sont en affaires, vraiment. Est-ce que vous avez justement des conseils aux femmes qui veulent atteindre peut-être un niveau comme le vôtre? Oui. Moi, je pense que les femmes, on a plein de belles qualités, mais on a un gros défaut. Puis j'étais comme ça au début. C'est on essaie de, en anglais, on dit we overthink. On essaie de trop penser à tout. Puis de dire, on se questionne beaucoup. Est-ce que je vais être capable? Est-ce que je suis assez bonne? Est-ce que je vais être capable de concilier ma vie, famille? Est-ce que j'ai les compétences? Est-ce que, tu sais, on spin hein, dans notre tête beaucoup, là. Moi, la leçon que j'ai tirée des changements que j'ai faits dans ma carrière, c'est que ce qu'il faut qu'il y ait à la base, là, c'est un alignement des valeurs. C'est si vous allez faire un changement de carrière, si on vous sollicite pour un poste, si vous voulez changer de poste puis vous faites des démarches par rapport à ça, il faut que ce quoi l'employeur ou l'organisation pour qui vous allez aller travailler soit aligné sur vos valeurs. Parce qu'à mon avis, ça ne change jamais. Ou à peu près pas. Okay? Après ça, le quoi, comment, avec qui, ça, c'est secondaire. Parce que ça change. Alors, quand j'ai pris ma job au CCRC, puis après, quand je suis venue à l'ordre, je vous le dis, je n'avais aucune idée dans quoi je m'embarquais. Est-ce que j'avais une bonne compréhension de ce qu'était l'ampleur du rôle d'être présidente et chef de direction d'un ordre? Pas du tout. Quand j'ai pris la job au CCRC, est-ce que j'avais conscience de l'ampleur de cette job-là, de tout ce que ça allait me demander? Non. Mais ce que j'avais, c'était à la base des organisations dont les valeurs cadraient avec les miennes. Et ça, puisqu'il y a un fit à ce niveau-là, après, les choses se font assez naturellement, je vous dirais. Fait que moi, mon conseil, là, c'est don't overthink. Puis assurez-vous qu'à la base, il y a un fit de valeurs, que les besoins de l'organisation sont en ligne avec ce que vous avez à offrir comme personne. Ça, c'est mon premier conseil. Un fit de valeurs, il ne faut pas trop réfléchir, il faut sauter. C'est correct si on est pris pour bâtir le parachute à mesure qu'on tombe, là, ça se fait, puis ça se fait très bien. Okay? Deuxième chose, c'est de faire ce qui nous passionne. Un poste comme le mien, un poste comme
vous aurez peut-être un jour, ce sont des jobs qui sont demandants. Je veux dire, on a choisi une carrière professionnelle, on n'a pas choisi d'autre chose. Et si ça ne nous passionne pas, c'est une recette pour le désastre. Moi, j'adore ce que je fais. Est-ce que je trouve ça difficile? Certainement, c'est très difficile, ma job, mais j'adore ce que je fais. Et peu importe ce que vous faites dans la vie, que ce soit la comptabilité, l'art, la plomberie, c'est pas, ce qui est important, c'est de faire ce qui vous passionne. Puis si vous faites ce qui vous passionne, après ça, ça vous crée la flamme, tu sais, ça vous crée une drive. Excusez-moi, je parle très bilingue. Okay? Ça vous crée une espèce de motivation intrinsèque qui va vous dire OK, c'est le temps de te lever, Geneviève, puis d'aller travailler. Fait que faites ce qui vous passionne. Si ce n'est pas la comptabilité, c'est correct. Ça sera d'autres choses. Mais tant mieux si c'est la comptabilité. Mais faire ce qui nous passionne, c'est ce qui est important. À la base de tout. Pour atteindre un poste de direction comme vous avez atteint, c'est quoi les sacrifices que vous avez dû faire? Wow! Ça, c'est une bonne question. J'aimerais ça vous dire que j'en ai pas fait. Est-ce que j'ai fait des sacrifices? J'ai pas l'impression d'avoir fait beaucoup de sacrifices. Est-ce que parce que j'ai toujours... Comment je vous dirais? Il y a des choses que j'ai toujours dit dans ma vie qui étaient non négociables. Et ça, peut-être que c'est un autre, je réfléchis à voix haute, mais ça, c'est un autre conseil que je donnerais. Tout le monde, vous devez avoir votre liste de non négociables. Avoir une qualité de vie familiale, être là quand mes enfants faisaient leur récital de chansons à la prématernelle, ça, c'est des non négociables. Puis comme Hell or High Water, je vais être au récital de ma fille à la prématernelle pour qu'elle chante sa chanson, même si ça dure 6 minutes et quart, puis ça va me prendre 3 heures de temps, c'est pas grave. J'ai toujours respecté la règle de mes non négociables. Alors, il y a toujours des choses, des événements, des présences pour lesquelles j'ai toujours dit, notamment dans ma vie familiale et la vie de mes enfants, que peu importe mes fonctions, j'allais toujours être là. Puis à ce jour, je pense que mes enfants et mon mari vous diraient que j'ai respecté ça. C'est sûr que c'est des jobs qui nous demandent d'être beaucoup partis à l'étranger. Jusqu'à il y a 6 mois, je voyageais beaucoup. C'est sûr que des fois, oui, on s'ennuie de nos familles, on s'ennuie d'être à la maison. Mais je ne peux pas dire que ça a été quelque chose où j'ai vraiment fait des sacrifices, là, où je sens que j'ai manqué quelque chose, j'ai une culpabilité par rapport à ça. Non, je vis très bien avec le fait que j'ai un rôle demandant. Je me suis entourée de ressources. Mes enfants ont eu de l'appui. Vous riez, là, mais c'est vrai, avoir un mari exceptionnel comme le mien, c'est une recette. Là. Ça vous prend quelqu'un dans votre vie comme ça qui va vous appuyer, qui est prêt à vous suivre. Des sacrifices, je ne vois pas ça comme un sacrifice. Je vois ça comme un choix. Puis, oui, des fois, j'aurais aimé ça être là, mais j'ai toujours vécu avec le fait que quand c'était non négociable, j'ai toujours été là. Fait que je vis très bien là-dedans, je vais vous dire ça comme ça. C'est super. Vous avez dit tantôt que en fait, là, votre poste est quand même très exigeant. Désolée. Est-ce que vous pouvez nous dire justement en quoi ça consiste une journée typique avec vous? Ben, quand j'ai vu cette question-là, j'ai pensé aujourd'hui, c'est un bon exemple à vous donner. Okay? J'en ai pas de journée typique dans la mesure où ce qui était très intéressant, mais aussi très difficile dans mon poste, je veux dire, c'est l'ampleur des sujets avec lesquels je traite dans une journée. Okay? Fait que je vais vous parler de ma journée d'aujourd'hui, puis ça va vous donner une bonne idée. J'ai commencé ma journée ce matin avec un comité de direction. Alors ça, c'est toutes les vice-présidences de l'ordre et moi. On s'assoit et on discute de nos dossiers courants. Alors aujourd'hui, on a discuté retour au travail, protocole de retour au travail, santé publique. Tous nos défis par rapport à l'examen qui s'en vient. Vous savez que c'est l'EFC dans 2 semaines. Dans le contexte actuel de COVID, on a 1600 étudiants qui s'en viennent écrire dans des hôtels. On a parlé de l'examen. Puis on a parlé de la santé mentale de nos employés parce qu'après 6 mois, puis là, on a décidé qu'on fermait le bureau jusqu'en décembre.
Alors, moi, ça me préoccupe parce que nos gens trouvent ça correct de travailler à la maison pendant 9 mois. Quel soutien on peut leur donner? Sujet, ça a été mon comité de direction. Après mon comité de direction, j'ai eu un comité de gouvernance, parce que l'ordre a un comité de gouvernance. Et là, on a discuté des meilleures pratiques en matière de gouvernance. Quoi spécifiquement? Processus d'évaluation d'un conseil d'administration, processus de cooptation lorsque quelqu'un démissionne du conseil, comment on amène une nouvelle personne, et de notre plan de travail pour les mois à venir. Ensuite, j'ai eu un appel avec CPA Ontario et CPA Canada pour discuter du protocole d'échange des marques de commerce dans la profession. Qui est propriétaire des logos, des marques de commerce, comment on va les défendre en cours, qui on implique, qui challenge nos marques de commerce, c'est quoi la stratégie là-dessus. Ça a été. Là, je vous parle à vous. Puis tantôt, j'ai un appel, encore avec nos collègues canadiens et ontariens, pour discuter du programme qu'on utilise pour nos étudiants, pour les aider à passer l'examen, le fameux programme qui nous a, qui a mal fonctionné à l'EFC l'année passée. On est en train de réévaluer est-ce qu'on va continuer avec ce programme-là ou non. Alors, c'est ça mes journées typiques. C'est 8 à 10 rencontres avec 8 à 20 parties différentes sur toutes sortes de sujets. C'est ça qui rend la job passionnante, mais c'est ça qui rend la job difficile aussi, parce qu'il faut être là, puis il faut connaître ses dossiers, avoir les réponses, gérer le conseil d'administration. Alors, c'est ça mes journées typiques. Fait que typique dans... Il n'y en a pas de journée typique. Avez-vous déjà senti des moments de découragement à cause... Ouais. Puis, vous avez traversé ça comment? La réponse est oui. Quand les problèmes à l'EFC l'année passée, ça en a été. À toutes sortes d'autres moments dans ma vie pour toutes sortes de raisons. Plusieurs façons. Un, j'ai toujours eu ce que j'appelle un comité de sages. Puis je vais rajouter ça à ma liste de conseils. C'est de se faire un comité de sages. Moi, j'appelle ça mon comité de sages, puis ça les fait bien rire quand je les appelle comme ça. Là. Mais c'est des gens que j'appelle qui ne sont pas dans mon environnement immédiat. Là. Donc, ce n'est pas mon mari, ce n'est pas ma mère, ce n'est pas mon conseil d'administration. C'est des gens avec qui j'ai une relation d'affaires ou de métier qui vont toujours me donner leur juste. Ils vont toujours être une fan de moi. C'est-à-dire qu'ils vont toujours prendre mon bord. Même si je n'ai pas raison, ils vont prendre mon bord quand même. C'est des gens qui nous remontent le moral, qui nous encouragent, qui sont là pour nous donner une épaule quand on a besoin de pleurer. Tu sais, notre fan club, là, okay? C'est très important d'avoir ça dans sa vie. Okay? D'en avoir un pour nos relations professionnelles, puis d'en avoir un pour nos relations personnelles. Philippe, mon mari, est un excellent membre de mon fan club. Quand j'ai eu des moments de découragement, je suis allée me ressourcer chez mon comité de sages. Je suis aussi allée me ressourcer chez des gens qui peuvent nous accompagner là, de façon plus formelle et professionnelle. Moi, j'ai une avocate que je considère comme mon coach. Et quand j'ai besoin de me faire, remonter le moral ou me donner une nouvelle perspective ou une nouvelle façon de voir les choses, je l'appelle. Puis elle m'aide beaucoup. Alors, je vous dirais, moi, quand j'ai vécu des périodes comme ça, c'est de se ressourcer, bien sûr, auprès de sa famille, ses enfants et tout ça. Mais c'est d'avoir un comité de personnes qui sont là pour vous appuyer no matter what. C'est unconditional love, là, ça aide beaucoup. Y a-t-il des activités qui vous aident aussi, des sports ou des choses du genre? Oui. Beaucoup de voyages. J'en fais dans mes fonctions, fait que j'essaie toujours d'avoir peut-être une journée ou deux ou plus pour faire des voyages. Mon mari est néo-zélandais, alors les voyages, lui, il a ça dans le sang. Fait qu'on voyage. J'ai voyagé avec mes enfants, même très, très jeunes. Là, alors, on essaie de voyager beaucoup avec nos enfants. On a une maison dans le nord qui est un peu mon petit happy place, là, où je vais me ressourcer sur le bord du lac. Et quand je suis dans le nord, ben, je ne suis pas madame la présidente, je n'ai pas de belle robe, je n'ai pas de talons, je n'ai pas de coiffeur, je n'ai pas de maquillage, pas rien. Là. Ça m'aide beaucoup à décrocher aussi. Est-ce que vous avez d'autres passions à part
les passions sportives? Ou le voyage? Oui, les voyages, mes passions, mes enfants, je vous dirais, c'est sûr, là, on dit tout ça, ça fait peut-être un peu dire ça, mais c'est vrai. J'ai toujours aimé l'art aussi. Mon père est un grand amateur d'art, ça m'a été transmis. Quand on voyage avec nos enfants, on fait beaucoup de musées. J'aime l'histoire de l'art, l'interprétation de l'art. J'ai lu un peu là-dessus, j'ai appris, ça sera un projet de vie un jour d'en apprendre plus. Mais ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et qui est totalement pas comptable. Donc, ça, c'est une autre façon aussi de réfléchir à d'autres choses de temps en temps pour disconnecter le cerveau du travail. C'est quoi les défis ou des réalisations dont vous êtes le plus fier d'avoir réalisé? Ben, certainement, je vous dirais quand j'ai eu l'appel d'être, parce que le Conseil de l'Ordre voulait que je mette mon nom dans le chapeau. Je peux vous la conter, l'anecdote, si on a 2 minutes, là, parce que c'est vraiment une anecdote. Moi, j'étais dans mon ancienne position où j'étais au CCRC, j'étais bien. Moi, j'avais mon plan de carrière. Et là, la chasseur de tête m'appelle et je la connais bien parce qu'elle m'avait placée dans le poste où j'étais à ce moment-là. Alors, celle qui avait le mandat pour trouver la présidente de l'Ordre, chef de la direction de l'Ordre m'appelle, puis elle me dit, tu sais, Danielle McMahon. C'est moi, Danielle McMahon, là, c'est à peu près le bon Dieu. Là. Puis je pense que vous allez l'avoir en entrevue d'ailleurs, Danielle, mais elle me dit, tu sais, l'Ordre se cherche un nouvel chef de la direction. Hein? Oui. Là, je vous jure, je la connais bien, là, la chasseur de tête Pierre. Là, là, je pense qu'elle m'appelle pour que je lui donne des noms. Fait que je l'écoute comme à moitié parce qu'elle m'appelle. Puis là, à la fin, avant sa salade, tu sais, à la fin, elle me dit, fait que finalement, le conseil voudrait vraiment que tu te présentes. Puis là, j'ai comme fait, quoi? Ouais. Je dis, là, tu vas m'expliquer ça. Là, elle dit, ben, t'as pas écouté, je viens de tout t'expliquer ça. Oui. Fait que là, elle m'a dit, tu sais, là, je me suis laissée un peu convaincre de dire, really? Fait qu'elle m'a dit, gars, je vais t'envoyer un questionnaire d'auto-évaluation. Elle dit, tu regarderas ça. OK. Fait que j'étais un peu éberluée, là, je vous le dis, j'avais 40 ans à ce moment-là, jamais je pensais que je serais en position de prendre la présidence d'un ordre à cet âge-là. Fait que je fais le questionnaire d'auto-évaluation. Puis bon, OK, il y a certaines affaires que oui, j'avais, mais d'autres que j'avais pas, notamment de gérer l'ampleur de ce que c'est un ordre professionnel. On a un budget de 54 millions, j'ai 200 employés, c'est... Fait que je suis embarquée dans le processus un peu en n'ayant pas d'attente, je vais vous le dire comme ça. Mais ce que j'ai fait, c'est exactement ce que je vous ai dit tantôt. J'ai demandé au conseil pourquoi moi, pourquoi le fit était bon, puis est-ce que l'organisation avait les mêmes valeurs que moi. C'est ça qui a drivé ma décision. C'est le conseil qui a dit, nous, on veut ça, 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 ça. Puis là, j'ai dit, OK, ça, je suis capable. Le fit est bon. Est-ce que j'avais quelque idée de ce que serait ma fonction? Zéro pin barre. Mais j'ai choisi de faire le saut parce qu'à la base, c'est ça. Il y avait un alignement, je veux dire, entre ce que le conseil voulait et les valeurs. Fait que c'est de ça dont je suis la plus fière. C'est de ne pas avoir suivi ma réaction initiale, de dire pas sûr, et d'avoir sauté. Ce que j'ai jamais regretté. C'est un immense privilège d'avoir les fonctions que j'ai. J'avais 41 ans à cet âge-là, à ce moment-là. Je suis vieille maintenant. C'est un immense privilège d'avoir cette fonction-là et ça, j'en suis très fière. De ne pas avoir suivi mon gut reaction de dire non et d'avoir pris un poste comme ça, c'est vraiment fabuleux. Fait que ça serait ça ma plus belle réalisation, je vous dirais. Vous avez déjà beaucoup accompli, mais est-ce que vous avez encore des objectifs dans les prochaines années? Vous vous voyez où? J'ai pas la... Oui, ben c'est gentil de dire ça, mais moi, j'ai pas le sentiment qu'en date aujourd'hui, c'est mission accomplie. Quand j'ai pris la barre de l'ordre, je me suis donné, moi, un plan. Après que j'aille fait, je veux dire, mon état des lieux, là, puis que j'aille constaté où est-ce que tout le travail que Daniel avait fait à l'unification, où l'ordre en était, puis où je veux que soit l'ordre, je ne suis pas rendue encore. On a une transformation numérique majeure à faire.
On a tout un virage, je vais dire, technologique à faire à l'ordre. Alors, je n'ai pas le sentiment que j'ai accompli tout ce que je voulais accomplir dans mes fonctions. Il me reste encore du travail. Je trouve qu'on a fait du bon travail à date. J'ai une excellente équipe de direction. Bon. Mais mon objectif, c'est ça. C'est de faire la to-do list, là, comme on dit en anglais. Puis surtout dans les prochaines années, là, de vraiment intégrer dans la façon dont l'ordre fonctionne, l'agilité, l'innovation. On a fait des excellents progrès, mais il en reste à faire. Puis surtout de faire notre virage numérique. L'ordre à l'unification, ça a été bâti, je vais vous dire, on a pris 3 systèmes des 3 anciens ordres. On a patché ça du mieux qu'on peut, là. Mais les technologies, vous savez, c'est la vitesse grand V, là. Puis là, on n'a pas tout suivi, là. Alors, on a encore du travail à faire. C'est ça mon gros projet là, pour les prochaines années. Après ça, je verrai. Je vous dirais, je vous dis ça bien candidement, mais à un moment donné, une organisation a besoin d'un changement aussi. Là, ça fait 5 ans que je suis à l'ordre. J'ai encore quelques années de travail devant moi, mais à un moment donné, une organisation a besoin de changement. Puis un PDG qui s'entête à rester, ce n'est pas nécessairement bénéfique pour une organisation non plus. Donc, je laisserai l'ordre en temps et lieu quand j'aurai fini ma to-do list, puis que l'organisation sera prête à d'autres choses. Vous avez mentionné avoir travaillé au CCRC. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu c'est quoi qui est différent avec le CCRC et l'Ordre des CPA? Oui. Alors, l'Ordre des CPA, c'est une autorité publique et qui a comme mandat de protéger le public. Donc, c'est par l'encadrement de la profession de CPA. Donc, c'est un rôle qui est très, très large. Okay? Ça part du moment où vous êtes, comme vous autres, candidats à la profession. On vous encadre dans votre formation, dans votre examen, dans votre stage. Après ça, vous devenez membre. Pendant que vous êtes membre, vous allez passer à l'inspection. Espérons jamais au syndic, mais si nécessaire au syndic. Vous allez faire de la formation continue obligatoire. Vous allez avoir toutes sortes de règlements que vous allez devoir suivre quand vous êtes CPA. Puis un jour, vous allez prendre votre retraite, vous allez vendre votre pratique, vous allez... Bon. Alors, l'Ordre a le mandat d'encadrer tout ça. L'Ordre a aussi le mandat d'avoir des relations internationales, par exemple, avec les professions, de faire des campagnes publicitaires, par exemple. Ce n'est pas nécessairement la responsabilité de l'Ordre, mais nous, on le fait. D'aller dans, je veux dire, jouer notre place sur la place publique, intervenir dans des projets de loi. Donc, c'est un mandat qui est très, très large et qui couvre la profession dans son ensemble. Le CCRC a un mandat beaucoup plus restreint qui est d'encadrer les CPA qui font l'audit de sociétés publiques. Alors, quand vous êtes un auditeur et vous signez une opinion d'auditeur sur une société publique, vous devez être assujetti au programme d'inspection, je vais dire, du CCRC. Alors, le CCRC pour le Québec, c'est comme si on lui avait délégué une partie de nos pouvoirs parce que l'Ordre a ce pouvoir d'encadrer, mais on a donné ce pouvoir-là au CCRC pour ce qui est de l'audit des sociétés publiques. Alors, donc, c'est un mandat qui est beaucoup plus restreint et ils exécutent ce mandat-là comment? Bien, c'est en faisant de l'inspection de dossiers. Donc, ils se pointent, c'est ça que je faisais dans mon ancienne vie, on se pointe chez les cabinets pour on inspecte les dossiers. On le fait à l'ordre, mais tout ce qui est société, audit de société publique, on travaille avec le CCRC et c'est de ça qu'ils sont responsables. Justement, oui, vous avez super bien répondu. Parlant, justement, on fait en apprendre un peu plus sur l'Ordre des CPA. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'implication sociale de l'Ordre auprès de la communauté? Oui. Quand je suis arrivée à l'Ordre, quelques mois après mon arrivée, on a fait un plan stratégique. Parce que là, l'unification était finie. Ça faisait quelques années qu'on travaillait, je veux dire, comme profession unifiée. Et de ce plan stratégique-là est ressorti un axe important qui est, je veux dire, de prendre plus notre place de profession sur la place publique. C'est d'aller intervenir dans des dossiers où la profession a un rôle très, très, très important.
Puis j'aime ça vous conter des histoires, là, parce que ça met des choses plus vraies. Fait que si on a le temps, je peux vous conter une histoire, puis ça va répondre à votre question, Yusra. À un moment donné, il sort un projet. Là, on vient de faire notre plan stratégique. On dit au conseil, on va essayer de prendre plus notre place sur la place publique, d'aller se prononcer sur des dossiers peut-être sur lesquels on ne s'était pas prononcé, puis vraiment prendre notre rôle de protection du public de façon plus large, puis peut-être plus visible. Alors, l'équipe vient me voir, l'équipe des affaires publiques vient me voir et me dit « Geneviève, il y a un projet de loi qui est déposé sur la maltraitance financière, la maltraitance des aînés. » Okay. Et là, ils me disent « Écoute, on a lu le projet de loi, il n'est pas bon, le projet de loi. Okay. » Ils me disent « Parce que le projet de loi veut traiter de la maltraitance, parle de tout ce que vous et moi on a entendu parler, là, maltraitance dans les hôpitaux, puis les CHSLD, puis quand les personnes âgées sont laissées à eux-mêmes. Mais là, l'équipe me dit, on ne parle pas de maltraitance financière. Et ça, c'est un enjeu majeur. Je dis, OK, c'est un enjeu majeur. Qu'est-ce que vous avez fait? Monsieur, mesdames qui êtes recherchistes, vous allez comprendre. Là, ils nous sont arrivés avec leur dossier. Là, ils ont dit, on a appelé protectrice du citoyen qui nous dit que la grande majorité des appels qu'elle reçoit de personnes âgées, c'est parce qu'il y a des gens qui se sont fait frauder, voler par leur fils, leur grand-mère. Vous avez tous entendu ces histoires d'horreur-là, là, de personnes âgées qui sont... Alors là, ils ont dit, il faut qu'on aille en commission parlementaire pour aller expliquer que le projet de loi, il n'est pas bon, puis il faut qu'on inclue la maltraitance financière dans ce projet de loi-là, puis qu'on fasse valoir que c'est vraiment un enjeu de société et que la communauté là, a besoin que la profession comptable se prononce là-dessus. Fait que là, j'ai dit à l'équipe, là, vous voulez, pour la première fois de ma vie, que je m'en aille en commission parlementaire, que je dise à la télé, OK, il y a 8 personnes qui écoutent ça à la télé, mais quand même, que j'aille dire à la ministre, votre projet de loi, il n'est pas bon. Oui, Geneviève, c'est ça que tu vas faire. OK? Fait qu'on est allé, on a écrit notre mémoire, on a backé ça en bon comptable qu'on est avec toutes les évidences, le dossier monté, les statistiques de protecteur du citoyen, ministère des aînés, you name it. Et je me pointe en commission parlementaire. Là, en commission parlementaire, on est sur la maltraitance des aînés. Là, vous avez toute la liste de qui s'en va là. Là, c'était infirmière, médecin, psychologue, ergothérapeute, nutritionniste, l'ordre des CPA. Tu sais, on avait comme vraiment pas rapport. C'était toutes des interventions du milieu de la santé communautaire qui étaient là. On arrive en commission parlementaire et là, la ministre me dit « Bonjour, Mme Motter, hein? Je suis un peu intriguée de ce que vous venez faire ici. » Ça va bien? Et là, je lui donne mon discours et là, je la vois sur sa chaise. Comment ça? Parce que là, elle se rend compte qu'elle a complètement manqué le bateau. Il y a un enjeu important de maltraitance financière. J'avais toutes les données statistiques à l'appui. Et pour faire une longue histoire courte, ça a été noté, mon intervention, parce que le lendemain, j'ai donné 8 entrevues à Radio-Canada Côte-Nord, en tout cas des postes de radio que je n'avais jamais entendus. Il y a eu une espèce de, pas un soulèvement, mais certainement une attention de la population à cet enjeu-là suite à mon intervention. Et après maintes versions, il y a eu des actions concrètes qui ont été prises par le gouvernement par voie de projet de loi sur la maltraitance financière. Alors, notre contribution, c'est une longue histoire pour vous répondre à votre question, Yusra, mais la contribution de l'Ordre, ça a été beaucoup pour faire valoir la voix de la profession dans des dossiers qui touchent la communauté. Ça, c'est ce qu'on fait à l'externe. Donc, si vous regardez, on a intervenu, par exemple, dans le droit de la famille. On a intervenu, il y a toute une réforme du droit de la famille. On est allé intervenir là-dessus. On est allé intervenir en matière de fiscalité. Donc, tout ce qui est dossier d'ordre sociétaux, où il y a vraiment des enjeux de protection du public qui sont dans la communauté, on va intervenir. À l'interne, on a demandé à nos employés de soutenir des causes. Vers quoi ils voulaient donner du temps, des sous, faire des activités. Et cette année, c'est le mouvement GRI, donc la communauté LGBTQ, qui a été l'heureux gagnant. Et là, on a eu toutes sortes d'activités, de sensibilité, de dons, pour que nos employés, les employés de l'Ordre des CPA se sont ralliés derrière cette cause-là par toutes sortes d'interventions.
Fait que c'est à peu près ça. On a un volet externe puis un volet interne à notre contribution à la communauté. Vous avez travaillé un peu, pas juste un peu, là, chez Ernst & Young. C'est comment, qu'est-ce que vous préférez dans un travail comme le vôtre en ce moment par rapport à un travail en cabinet? La grosse différence, je vous dirais, c'est la diversité de la tâche. Mm-hmm. Le travail en cabinet, c'est fabuleux. Mais je vais dire, c'est un travail dont l'ampleur, c'est pas le bon terme parce que c'est péjoratif, mais dont je vais dire, la nature est plus restreinte Mm-hmm. quand on est en cabinet, en conseil. Bon. Dans mes fonctions maintenant, mes fonctions maintenant me demandent d'avoir, je vais dire, un spectre. La nature de ce que je fais est plus large. Et donc, je dois travailler le politique, je dois travailler les ressources humaines, les clients. Il y a plusieurs aspects à mon travail que je ne retrouvais pas maintenant, que je ne retrouvais pas en cabinet. Fait que je dirais l'ampleur de la nature ou de ce que ça demande comme compétence. C'est plus large maintenant, ce qui fait que c'est, à mon avis, très intéressant, évidemment. Mais la vie en cabinet, ça peut être super aussi pour les gens j'ai plusieurs amis qui ont fait leur vie là-dedans. Ça dépend ce qu'on aime faire. Ça dépend qui on est comme personne. Est-ce que au début, vos attentes, c'était de rester en cabinet ou vous aviez vraiment... Oui. Totalement. Moi, au début, là, quand je vous ai dit, j'avais trouvé mon Yellow Brick Road, là, comme moi, je m'en allais, j'allais devenir partner, j'étais comme sur la voie. Puis c'est là où le CCRC est venu me chercher. À un moment où je commençais à trouver le temps long, là, honnêtement, j'ai fait 13 ans de cabinet, là, puis la prochaine étape, il y avait encore bien du monde avant de moi, là, fait que j'étais comme « OK, what next? » Le CCRC est venu me chercher à ce moment-là, puis c'est là où j'ai fait la première fois. Maintenant, je m'en rends compte que c'est ça, l'exercice de dire est-ce que le fit de valeur est bon? Est-ce que le fit entre ce qu'ils veulent et ce qui je suis est bon? Est-ce que j'ai quelque idée que ce soit de ce que j'allais faire? Non, ma job, elle n'existait pas quand on me l'a offert au CCRC. Alors, j'ai sauté vraiment le parachute, je l'ai vraiment bâti à mesure que je tombais, là, parce que j'avais vraiment aucune idée. Mais j'ai jamais regretté ça. Autant j'aimais ma vie en cabinet, puis autant c'était sécuritaire, puis c'était un peu insécurisant de sauter dans le vide, là, littéralement. Mais j'ai jamais regretté ça. Mais ça a été un virage, là, tu sais, j'y ai pensé 2 fois, là, parce que moi, j'étais comme bien alignée, mais bon, jamais j'ai regretté, ça a été finalement la bonne décision. J'ai une petite question. En fait, je me prononce pour la communauté étudiante. J'aimerais savoir, est-ce que vous avez peut-être avec toute votre expérience, est-ce que vous avez des conseils pour justement les étudiants en ce moment? Vous avez parlé un peu de votre parcours et on se retrouve un peu tous en ce moment, peut-être pour la plupart en période de recrutement. Donc, j'aimerais vous entendre là-dessus. Ah, c'est une bonne question. Bon, je vais réitérer ce que je vous dis tantôt. Je vous ai dit, soyez sûr que vous faites ce qui vous passionne. Si c'est la comptabilité, super. Et oui, c'est possible d'être passionné de comptabilité, j'en suis la preuve. Si ce n'est pas la comptabilité, restez pas dans le métier. Première chose. Deuxième chose, là, c'est je dirais de suivre votre instinct. Quand je me rappelle, moi, quand j'ai fait l'exercice de recrutement, j'ai visité plusieurs cabinets, j'ai rencontré toutes sortes de monde. Puis c'est très dur, hein? Tu sais, quand on est à l'école, puis on va visiter des firmes, tu sais, ils sont toutes belles, ils ont tous des beaux bureaux, tout le monde est fin, ils vous donnent tous les sandwichs à la fin. Tu sais, bon, c'était dur de distinguer. Moi, j'avais trouvé ça dur. Peut-être que vous allez trouver ça plus facile, mais moi, j'avais trouvé ça dur. Mais j'avais comme eu un espèce de gut feeling, juste à cause des gens que j'avais rencontrés, tu sais, que EY allait être un meilleur fit pour moi. Puis j'ai une carrière fabuleuse chez EY, j'ai encore plusieurs amis qui sont là, tu sais. Puis peut-être que vous, ça sera un autre cabinet, ils sont tous super, mais faites confiance à votre instinct. Faites confiance à votre première réaction, là. Souvent, elle est la bonne. En tout cas, moi, dans ma vie, ça m'a bien servi, ça, parce que quand j'ai fait la décision d'aller chez EY versus d'autres, ça s'est avéré une bonne décision. Quand j'ai pris la décision, quand j'ai eu là, un peu le gut que oui, le fit était bon, CCRC, oui, à l'ordre, même si je ne l'ai pas eu tout de suite au début, je me suis écoutée puis on m'a convaincue. Là. À un moment donné, vous avez une espèce de feeling. Là.
une espèce de sixième sens, là, écoutez ça. Puis que ça soit en cabinet ou en entreprise, là, allez où votre cœur puis votre tête, là, il semble avoir un bon alignement, là, puis vous avez un bon gut feel. Je sais que c'est pas facile parce que un des beaux problèmes à avoir quand on sort de l'école de notre profession, c'est qu'on a 150 options. Tu sais. Moi, je pense qu'il faut que vous voyez votre premier move en entreprise ou en cabinet comme une école. Tu sais. Oui, l'école vous apprend là, toutes sortes d'affaires, là. Mais les premières années de votre carrière, vous allez être une éponge, puis c'est une école de la vie, une école du monde des affaires. Puis on a des employeurs fabuleux. Fait que suivez votre cœur, suivez votre tête, puis faites confiance à votre instinct. Vous êtes sur le conseil d'administration du Canadian Deafness Research and Training Institute. Oui. Ouais. Et aussi pour la Fédération internationale des experts comptables francophones. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces deux expériences? Oui. Alors, CDRTI, là, qui est Canadian Deafness Research and Training Institute, ça, c'est un petit OSBL. C'est gros comme ça, à qui je donne du temps depuis, ça doit faire 20 quelques années que je suis là, 20 quelques années. Ça, c'est vrai. Vous ne pouvez pas vous imaginer comment le bagage de compétences que vous avez peut servir à d'autres organisations. Cette organisation-là, c'est des gens qui essayent de rendre les services accessibles aux personnes qui sont sourdes. Hein? Surtout dans les communautés autochtones. Les communautés autochtones ont une plus grande incidence de surdité que dans notre communauté. Et je ne fais pas grand-chose. Je veux dire, je fais la tenue de livres, je prépare les états financiers pour Deloitte. Quand on a des prêts, j'analyse les contrats. C'est quelques dizaines d'heures par année de travail. Mais pour ces organismes-là, là, ce travail-là, ça vaut une mine d'or. Ne sous-estimez pas comment ça peut vous aider dans votre carrière, vous, à développer des compétences, même si moi, là, c'est gros de même, là, mais on développe des compétences sur comment être sur un conseil d'administration, comment aider des petits organismes à organiser leurs finances. C'est tout un apprentissage que ça vous amène, puis c'est extrêmement bénéfique pour ces organisations-là. Moi, dans mon cas, ce sont des psychologues et des médecins qui sont à la tête de ça. Je veux dire, la comptabilité, là, c'est... Fait que moi, j'apporte toutes sortes un bagage, puis je pose toutes sortes de questions que les autres... Il y a une anthropologue, là. C'est des gens qui ont toutes sortes de backgrounds, qui n'ont pas le même cadre de réflexion que nous, CPA. Alors, pour eux, ça vaut beaucoup, beaucoup, même si pour moi, ce n'est pas un gros investissement. Le retour en termes d'estime de soi qu'on en tire, mais surtout d'aider des gens qui sont dans le besoin, c'est extraordinaire. Alors, je suis là depuis 20 quelques années, puis ça me fait encore plaisir de le faire. La FIDEF, Fédération internationale des experts comptables francophones, ça, c'est dans le cadre de mes fonctions maintenant. C'est un organisme qui regroupe tous les ordres, ou toutes, si vous voulez, les organisations de la profession des pays francophones dans le monde. Alors, on a une 50aine de pays membres, donc France, évidemment, Canada, Belgique, je veux dire, sont les 3 gros membres. En termes de financement. Puis après ça, c'est tous nos collègues de l'Afrique du Nord-Ouest. Donc, des pays qui sont en développement ou pour certains, la profession commence à vraiment bien avancer. Et c'est une tribune de partage, d'échange. La profession canadienne a une réputation exceptionnelle à l'international. Notre modèle d'éducation, comme vous le connaissez bien, notre modèle de la profession est un modèle à suivre. Et la FIDEF, c'est vraiment une tribune pour le Canada de contribuer à l'essor de la profession à une échelle à l'extérieur du Québec et du Canada pour faire bénéficier nos collègues du monde francophone de nos expériences. Alors, CPA Canada m'a demandé d'être à l'origine, c'est toujours délégué au président-chef de la direction du Québec d'être la représentante ou le représentant du Canada sur le conseil de la FIDEF. Et c'est quelque chose que je fais avec très, très grand plaisir et très, très grand honneur. C'est un privilège de travailler avec nos collègues internationaux. Ça m'a permis, de voyager, ce que vous savez que j'aime déjà, mais aussi d'aller à l'encontre de gens qui ont besoin de notre aide, ont besoin de nos conseils, nos outils, nos façons de réfléchir pour aider à faire avancer la profession à l'échelle plus internationale. Donc, c'est fantastique.
Comment vous entrez dans un conseil d'administration? Est-ce que n'importe qui peut en faire partie de ces conseils? Bien, ça dépend sur quel genre de conseil vous parlez. Des petits OSBL, oui, ben, c'est-à-dire que souvent les conseils des OSBL vont avoir une grille de compétences. Et là, vous devez faire application et voir si vos compétences cadrent bien avec ces conseils. Conseil de société publique, c'est un petit peu plus compliqué. Ça a des processus qui sont beaucoup plus formels. Souvent, ils vont demander une désignation qui est la désignation d'administrateur agréé, qui est donnée soit par le Collège des administrateurs ou l'Institut des administrateurs agréés au Québec, qui est le Institute of Corporate Directors dans le Canada anglais. Donc, souvent, les compagnies plus grandes des sociétés publiques vont demander que vous ayez fait cette certification-là, puis après ça, ils ont des grilles de compétences que vous devez remplir. Fait que ça dépend du genre d'organisation. Est-ce que vous croyez que c'est le genre d'implication qui aide justement à atteindre des postes comme le vôtre pour l'Ordre ou pour le CCRM? C'est sûr. C'est sûr que moi, j'ai toujours été une fan de s'impliquer plus largement que soi-même. Oui, c'est important d'avoir une carrière, son plan de match, d'être aligné, oui, là. Mais il y a des gens, puis il y a toutes sortes d'organisations qui ont besoin tout le monde sur la Terre a besoin d'un comptable, ou à peu près, d'un CPA. Donc, même des organisations comme CDRTI qui sont gros de même dans toutes sortes je veux dire, d'horizons ont besoin de CPA autour de la table. Les CPA ont un bagage de compétences. Vous ne pouvez même pas vous imaginer ce que c'est votre bagage de compétences. Vous allez le mesurer un jour, mais c'est un passeport avoir un CPA. Ça vous donne une crédibilité instantanée. Vos compétences vont être reconnues tout de suite, puis vous pouvez être extrêmement bénéfique pour une organisation, en plus d'apprendre toutes sortes de choses. Puis même si c'est gros de même, c'est pas grave. Vous êtes un excellent exemple, vous êtes sur le comité étudiant de votre université. C'est un premier niveau d'implication, j'ai fait la même affaire. Après ça, vous allez commencer à travailler. Bien, allez siéger sur un petit OSBL. Ça sera le théâtre de la rue principale, c'est pas grave. Ça vous donne de l'expérience qui, avec les années, va vous apporter beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oh, c'est cool. C'est un excellent conseil. Je voulais d'ailleurs vous demander, vous êtes présidente de l'Ordre des CPA, comment est-ce que vous définissez le leadership? Ouf, ça c'est une question à 1 million. Comment on définit un bon leader? Bon, moi, je vais vous dire que ça passe principalement par l'écoute. Un leader, ça va être quelqu'un qui va écouter, mais pas écouter pour écouter, là. Écouter puis avoir une empathie, c'est-à-dire d'être capable de se mettre dans les souliers de l'autre, de comprendre la réalité de l'autre, d'essayer à un certain niveau de vivre ce qu'il vit, là, même si ce n'est pas dans vos fonctions. Et après ça, de définir un plan d'action, de prendre des décisions qui vont avoir pris compte de cette réalité-là. Ça ne veut pas dire qu'on va toujours être d'accord. Ça ne veut pas toujours dire qu'on va faire ce que la personne nous demande de faire. Mais on doit être capable comme leader de dire « Je t'ai écouté, je comprends ta réalité, voici ce qu'on va faire. » Puis des fois, les gens, ce n'est pas la direction qu'ils auraient voulu, puis ce n'est pas la réponse qu'ils auraient voulu, mais ils ont au moins, pour toutes sortes de raisons, mais ils ont au moins l'assurance que vous les avez entendus et que leur réalité a fait partie de votre réflexion dans les décisions. Ce que je trouve effrayant, c'est quand il y a des leaders, puis pour tout le monde, on en connaît assez des exemples de ce temps-ci, là, qui font CNN à tous les 2 minutes, là, de leaders qui n'écoutent pas, qui font à leur tête, qui n'ont pas d'empathie absolument, et qui, vous voyez qu'est-ce que ça donne comme résultat. Moi, un bon leader, c'est quelqu'un qui écoute, c'est quelqu'un qui est empathique, puis qu'après ça, qui prend des décisions qui sont plus larges que pour soi-même. C'est-à-dire, puis ça peut être, et c'est souvent des décisions difficiles. Parce qu'un bon leader, c'est surtout être humain. Ça serait tellement plus facile si on n'était pas humain. Si on n'avait pas à être empathique et à écouter,
Ce serait facile d'être les deux, là, on ferait notre tête, puis on ne vivrait pas avec les conséquences. Moi, je ne suis pas capable de faire ça. Moi, je suis quelqu'un de très humaine. Moi, je suis très viscérale comme personne. Il faut que je gère mon intensité beaucoup. Mais je pense que ce que mon équipe de direction vous dirait, c'est que je suis quelqu'un qui est décisif. Oui, puis j'ai pas de misère à prendre des décisions, mais j'ai écouté mon équipe avant. Puis on s'entoure de gens qui sont plus intelligents que nous autres, qui ont des compétences différentes de nous autres. Moi, j'ai une équipe qui me complimente, pas qui me donne des compliments, mais je veux dire, c'est compliments each other, là, comme on dit, on se complète parce que j'ai une équipe de direction qui a toutes sortes de compétences beaucoup plus poussées que les miennes à certains niveaux. Moi, je donne la direction, puis après ça, j'ai l'équipe qui me suit. Mais c'est ça un leader. C'est quelqu'un qui bâtit une équipe, qui écoute. À la base, c'est l'écoute. Et oui, ça s'apprend. Je sais que c'est une de vos questions. Oui, ça s'apprend. Il y a beaucoup qui vous diraient qu'au début de ma carrière, je n'étais pas quelqu'un qui avait beaucoup d'écoute. Moi, je suis très rouge de personnalité, là, vous le voyez aujourd'hui, mais je suis très décisive, je sais où je m'en vais. J'ai appris à mieux écouter et à être empathique, je l'ai toujours été. Mais à vraiment là, faire, en anglais, on dit active listening, là, d'intégrer ce que les gens disent, puis de mettre ça dans mon cadre de réflexion, puis de spinner ça dans ma tête avant de prendre une décision. Oui, ça s'apprend, puis j'en suis la preuve. Moi, j'ai appris à faire ça. Mieux, en tout cas, j'espère. J'espère que mon équipe de direction vous dirait ça après quelques années. Pour en revenir un peu à l'ordre des CPA, c'est quel défi vous pensez qui reste à relever? Pour l'ordre? Oui, pour l'ordre. C'est notre transformation numérique. Moi, je pense qu'on a... pour l'ordre comme organisation, je dirais 2-3 choses. Notre transformation à l'interne. La profession vit des changements profonds là, d'avènement de technologie, et je pense qu'on va être capable d'évoluer là-dedans. On a des défis, mais je pense qu'on va être capable d'évoluer. Je veux faire avancer l'ordre dans sa transformation de nos processus, de nos vieux systèmes d'avant l'unification, dans notre façon de gérer là, nos opérations. Ça, c'est un grand défi. Je vous dirais la gouvernance canadienne. C'est un autre défi. Comment avoir une meilleure partage des responsabilités entre l'Ordre des CPA et CPA Canada avec nos collègues provinciaux. Depuis l'unification, ça a beaucoup changé, ça, la donne nationale. Puis je veux dire, on a du travail à faire là-dessus. Je vous dirais, je veux continuer de positionner la profession, d'avoir tous les dossiers de protection du public, de dossiers d'ordre sociétaux. Il faut que la profession se prononce, travailler avec nos gouvernements. Pierre Fitzgibbon pourra vous en donner des exemples tantôt, là, mais on travaille avec nos gouvernements pour continuer de faire valoir la voix de la profession. Puis, je pourrais vous en nommer 50 autres, là, mais en gros, c'est ça nos gros dossiers à travailler dans le futur. Je suis vraiment désolée pour la caméra. J'ai eu trop de réunions aujourd'hui, fait que là, la caméra, elle a surchauffé. Donc, je suis désolée. Mais moi, j'aimerais bien finir avec une petite question. J'aimerais savoir qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour le futur, pour l'avenir? Je vais dire de rester heureuse. Moi, je choisis d'être heureuse. Hein? Ça, c'est un choix qu'on fait. Ça va toujours rire les gens quand je dis ça, là, mais c'est « choose to be happy ». Là. Vous pouvez vous lever le matin puis choisir d'être misérable, puis de vous plaindre, puis de trouver que toutes sortes de raisons dans votre vie que ça ne va pas bien. Moi, ce que j'aimerais que vous me souhaitiez, c'est de continuer d'être heureuse, de continuer d'aimer ce que je fais, d'avoir la motivation intrinsèque dont je vous discutais ce matin, de me lever le matin puis continuer à travailler comme je le fais. Si je suis capable d'avoir ça, après, le reste, c'est juste bonbon. Puis que mes enfants soient en santé. C'est juste ça. C'est mes enfants et mon mari en santé. Mais sinon, souhaitez-moi de continuer d'être heureuse comme je suis aujourd'hui. Bien, assurez-vous qu'on va vous le souhaiter. D'ailleurs, on aimerait tellement vous remercier d'être passé, d'avoir pris le temps avec nous. Vous avez aucune idée de à quel point c'est précieux également pour tous les étudiants, toutes les personnes qui vont nous écouter. On est très chanceux. Merci beaucoup, Mme Mentor. Ça fait grand plaisir. Bonne chance à vous tous. Puis là, vous connaissez la présidente de l'Ordre, fait que je peux vous aider dans n'importe quoi. Ça me fait toujours plaisir. Ma porte est toujours ouverte, mon équipe le sait, Andréane, Maëlys le savent. Fait que si on peut vous appuyer de quelque façon, faites appel à nous, ça sera avec grand plaisir. Merci beaucoup d'avoir visionné cet épisode du podcast des Bas Bruns. N'hésitez pas à partager en grand nombre ou à laisser un commentaire.
De plus, si vous êtes ou connaissez quelqu'un qui veut participer à nos podcasts, vous pouvez nous écrire à l'adresse juste ici. Merci. Merci à nos partenaires Mazars, Demerson Bone, Hardy Normand et Associés et EY.